Bienvenue à toutes et tous. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à ce tout dernier atelier méthodologique qui noue la collaboration entre le pôle académique de Bruxelles et le CPAS de Bruxelles. Et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un atelier qui concernera la préparation et la réalisation des examens oraux. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie Delnest. Je suis linguiste et jusqu'il y a peu, j'étais assistante en linguistique française à l'Université catholique de Louvain, où j'ai enseigné pendant 12 ans des cours qui ont trait à la maîtrise du français écrit, comme grammaire française, argumentation, etc. Actuellement, je suis chargée de mission pédagogique au pôle académique de Bruxelles, où je suis plus spécifiquement affectée à la transition entre la fin du secondaire et le début du supérieur. Et parallèlement, j'enseigne à l'Université de Mons des cours de communication écrite et communication orale aux futurs traducteurs-interprètes. Voilà, et je suis particulièrement ravie de vous retrouver aujourd'hui, enfin retrouver ou trouver, hein, je ne sais pas si on a déjà eu l'occasion de se voir la semaine dernière, mais si ce n'était pas le cas, sachez que ce n'est pas du tout grave puisque je réaborderai aujourd'hui une partie de ce que j'avais pu dire la semaine dernière sur la préparation et la réalisation des examens écrits, puisque, et j'aurai l'occasion d'y revenir tout de suite, entre préparation et réalisation des examens écrits et préparation et réalisation des examens oraux, il y a quand même toute une méthodologie commune, vu que dans les deux cas, ce sont des examens quoi qu'il arrive. Alors, je me permets de partager tout de suite un WooClap qui va nous permettre de commencer. Alors, je vais même essayer de mettre ça en plein écran. J'espère que vous m'entendez tous bien et que tout est optimal. Oui, ça va pour tout le monde? Ok, impeccable. Alors, n'hésitez absolument jamais à m'interrompre, n'hésitez absolument jamais à me poser des questions. Je suis vraiment à votre disposition, donc on n'est pas beaucoup en plus, donc ce sera très convivial. Donc, n'hésitez surtout pas à intervenir si c'était nécessaire. Voilà. Alors, oui, les quelques petites précautions d'usage, hein. Donc ici, ce que je vais faire durant cet atelier, c'est vous proposer une méthodologie générale pour vous préparer à la passation d'un examen oral. Évidemment, je n'entends pas me substituer à une méthodologie particulière qui pourrait vous avoir été proposée par vos professeurs dans le cadre de vos cours spécifiques. Il est bien entendu des cours tout à fait spécifiques qui nécessitent des modes d'évaluation et d'examination orale tout à fait particulières. Je me situe ici vraiment dans une perspective large et globale. Je me permets aussi de vous renvoyer éventuellement aux différents SAR de vos institutions, hein, donc SAR pour service d'aide à la réussite, où vous sont aussi proposées des formations collectives ainsi qu'un suivi individuel pour vous préparer notamment aux examens aussi, mais aussi des formations méthodologiques plus larges, telles que celles qui ont déjà pu avoir lieu ici dans le cadre des ateliers du CPS, hein, sur la prise de notes, par exemple. C'est souvent le cas dans les SAR. Alors, dans la mesure du possible, les différents slides que je vais vous proposer ici sont applicables à tous les cours théoriques de toutes les disciplines, mais c'est vrai que dans une perspective plus ciblée, ça concerne plus précisément les sciences humaines. Voilà. Alors, tout comme j'ai pu vous le dire la semaine dernière, hein, la gestion du temps et
études des cours sont des préalables indispensables à cet atelier méthodologique et je vous renvoie notamment à l'atelier en ligne qui a eu lieu le 17 novembre dernier et qui concernait la planification, la gestion du temps et la mémorisation. Tout cela sera très prochainement en ligne sur le site du pôle académique. N'hésitez donc pas à aller revoir ou voir, si vous n'avez pas pu assister à ces ateliers, les différentes vidéos qui vous seront proposées. Et alors, une partie de cet atelier méthodologique reprendra les slides que j'avais pu déjà développer lors de la séance de vendredi dernier, qui concernait plus précisément les examens écrits. Et voilà, je vous l'ai déjà dit, donc il y a quand même toute une méthodologie commune, que l'on soit en examen oral ou en examen écrit. Et donc, je reviendrai sur ces points les plus importants qui sont communs aux deux types d'examens. Alors, quels sont, ma première interrogation finalement, c'est de voir avec vous quelles sont vos représentations de ce qu'est un examen oral et de ce qu'a déjà été pour vous un examen oral, puisque évidemment, même si vous êtes, pour ceux qui sont en bac 1 en tout cas, des tout nouveaux étudiants, votre parcours scolaire ne se résume pas à cette nouvelle fonction d'étudiant. Vous avez terminé votre cursus secondaire et dans ce cadre, vous avez peut-être déjà eu des examens oraux. L'idée, c'est un petit peu de voir comment est-ce que vous avez vécu cette expérience d'examen oraux en secondaire et si vous pensez que c'est la même chose qui va vous arriver dans le supérieur. Alors, la première question que je vous propose pour justement essayer de cibler vos représentations, c'est de savoir si vous avez déjà passé des examens oraux lors de vos études secondaires. Non, malheureusement, le WooClap, ça ne va pas être fini. Alors, un seul étudiant qui n'a pas passé d'examen oraux dans le secondaire, tous les autres, visiblement, ont déjà passé des examens oraux. Alors, dans quelle matière avez-vous eu des examens oraux? En français, en maths, en histoire, en langue? Histoire. Ça fait très longtemps pour moi. Donc, histoire, religion, anglais, histoire, langue, néerlandais, anglais, français. Donc, c'est vrai que ce sont les matières un peu traditionnellement, qui utilisent traditionnellement l'examination orale. Ah, électromécanique, bien. Ok. C'est surtout les examens de langue, puisque là, on voit évidemment tout l'intérêt d'utiliser la compétence orale. Alors, je continue avec une question un peu plus ciblée. Est-ce que vous avez dû réaliser un TFE à la fin de votre dernière année du secondaire? Donc, TFE pour travail de fin d'études. Majorité. 5 étudiants en ont passé un. D'accord, donc il y a quand même la majorité des étudiants qui ont eu un TFE. Alors, pour compléter cette information de travail de fin d'études, est-ce qu'il vous a été demandé de le défendre oralement, ce travail de fin d'études, éventuellement peut-être devant un jury professionnel? Alors, tous ceux qui ont passé... D'accord, donc 5 ont dû le défendre oralement et 2 n'ont pas dû le défendre oralement. Laure précise que c'est devant
sa classe. C'est vrai que ça arrive souvent aussi. Parfois, c'est juste devant quelques professeurs de l'établissement. Parfois, c'est devant un jury de professionnels. Ça, évidemment, ça varie un petit peu. Et donc, visiblement, dans les années 90, on ne passait pas de TFE. Ah oui, effectivement. Estelle précise qu'à cause du confinement, elle n'a pas pu présenter son travail de fin d'études oralement. Voilà. Il n'y a pas eu de proposition alors de le passer sous forme virtuelle via des plateformes hem, comme Teams, Zoom, Skype. Est-ce qu'il y en a qui l'ont passé virtuellement? Évidemment, la répondez peut-être dans le chat. Ouais, du coup, juste le rendre en ligne, non. Donc tous ceux qui l'ont défendu oralement l'année dernière ont pu le faire en présentiel, hein. Ouais, évidemment, alors si c'était il y a 2 ans, ça ne concernait pas, le confinement, effectivement. OK. Alors, on se dirige du coup, vers la session qui vous attend, hein, celle de janvier pour arriver ou celle de juin, juste après. Est-ce qu'il y a des examens oraux qui sont prévus lors de la session de janvier? OK, majorité donc, qui aura effectivement, des examens oraux en janvier. C'est aussi le cas pour les personnes qui me répondent via le chat. OK, eh bien, d'autant plus de raisons de suivre cet atelier maintenant, hein, a priori seulement en juin. C'est vrai que les examens oraux sont plutôt, ont d'habitude, plutôt lieu en juin, mais il y en a évidemment déjà en janvier aussi. Alors, la question évidemment, surtout pour ceux qui sont en bac 1, est-ce que vous vous attendez à une expérience similaire à celle que vous avez vécue lors de vos études secondaires? 3 disent que oui. OK, c'est relativement partagé. On oscille entre le oui et le non, hein. Il n'y a pas, de nette distinction entre les 2 réponses et surtout si vous avez, répondu non, eh bien, quelles seraient du coup, selon vous, les spécificités d'un examen oral dans l'enseignement supérieur? Bien entendu, ceux qui ont répondu oui peuvent répondre aussi. À votre avis, quelles sont les spécificités d'un examen oral qui se déroule dans le cadre d'un enseignement supérieur? D'accord, Lamia. Je prends bonne note de ce que tu m'as mis dans le chat. Merci pour ton expérience. Plus de précision à donner. Préparation. Donc j'imagine que c'est le temps de préparation préalable à la passation de l'examen. OK. Le stress. Plus de matière à connaître. Donc tant finalement dans l'appréhension de l'examen que ça a l'air de changer pour vous, que finalement dans le contenu attendu qui serait plus précis, plus détaillé, plus spécifique, plus pointu. Je lis aussi dans le chat. Question indirecte, j'imagine que tu veux dire que c'est ces questions complémentaires qui complètent la question initiale posée par le professeur. OK, merci pour vos réponses. Maintenant, allons peut-être un petit peu finalement du côté de vos sentiments, de vos émotions, hein, parce que finalement, c'est en connaissant et comprenant vos émotions, vos sensations que, vous allez enfin sans jugement, hein, bien entendu, c'est sans aucun jugement, que vous allez pouvoir les dépasser et les accepter plus facilement. Alors je vois du stress, c'est souvent le cas. 50-50, assez stressé, du stress, de l'appréhension.
stress, noyé dans la matière, donc cette sensation d'être dépassé par les événements, peur de perdre les mots, de ne plus rien savoir. Donc, j'imagine aussi que c'est cette maîtrise du stress qui pose question. Je suis stressée car je ne sais pas comment je dois travailler. Eh bien, j'espère que du coup, au terme de cet atelier, tu y verras un petit peu plus clair. Alors, affinons maintenant concrètement vos représentations avec effectivement ce qui vous a déjà été réellement donné pour vous guider sur ce savoir des examens oraux. Alors, est-ce que vos professeurs vous ont déjà fait part de leurs attentes, de leurs exigences pour les examens oraux de janvier ou de juin, hein, les futurs examens donc? C'est vrai qu'ici, comme c'est un atelier consacré aux examens oraux, j'ai ciblé, bien entendu, plus particulièrement les examens oraux, mais alors non, une personne non, 5 oui, 2 non, mais c'est prévu. Bon, effectivement, normalement, ça a été fait dans la majorité des cours, hein, puisque la plupart des professeurs font ça dès le premier cours. Certains attendent un petit peu que les derniers étudiants qui doivent rejoindre les cohortes d'auditoire aient le temps d'arriver et donc attendent quelques semaines. Et enfin, certains professeurs attendent les toutes dernières séances pour que justement ça puisse être raccroché à des choses qui ont déjà été dites. Donc l'essentiel finalement, c'est d'avoir à un moment donné ces modalités d'examen qui vous permettent d'y voir plus clair. L'année en cours, tout comme celle de l'année dernière, est un peu particulière, hein, eu égard à ce confinement. Et donc, c'est vrai que sans trop savoir encore si les examens auront lieu à distance, en présentiel, peut-être que certains professeurs attendent encore un petit peu d'y voir un peu plus clair avant de vous faire part de leurs attentes, exigences. Alors, pour le cadre précis des examens oraux, est-ce que les professeurs qui ont fait le choix de cet examen oral vous ont expliqué pourquoi ils avaient décidé de vous évaluer oralement lors de la prochaine session et, le cas échéant, quelle est cette raison? Non, effectivement, pour les langues vivantes en tout cas, c'est effectivement logique d'interroger à l'oral pour voir si la compétence communicationnelle est bien atteinte et bien maîtrisée. Oui, car on doit présenter des outils, ok. On verra ce cadre particulier des examens pratiques, des examens exercices oraux, pour prouver qu'on a compris la matière. Donc, j'imagine que selon vous, le fait de s'exprimer oralement sur un sujet nécessite de votre part une compréhension plus fine, une maîtrise plus fine, plus approfondie de ce sujet. On va voir que c'est effectivement le cas et que, effectivement, bah, avec ce caractère instantané de l'oral, eh bien, on vérifie que vous maîtrisez en direct, j'ai envie de dire, les savoirs, effectivement. Alors, avez-vous déjà pu vous confronter une première fois à un exercice d'oralisation devant un professeur dans le cadre de vos études supérieures? Trois oui, 5 non, donc c'est un petit peu finalement contraire à ce que, enfin, opposé à ce que j'avais vu la semaine dernière avec les examens écrits, hein, où j'avais posé une question relativement similaire puisque je demandais si les étudiants avaient déjà été confrontés à des examens blancs. Et là, il y avait une majorité avait répondu oui. C'est vrai que souvent, dans le cadre des examens oraux, il n'y a pas eu d'essai
de la part des étudiants. C'est sans doute dommage, mais c'est parce que ça demande un timing, ces examens oraux d'exercice, qui n'est pas souvent compatible avec les exigences du quadrimestre, hein. Peut-être que ceux qui m'ont répondu oui, c'est plus précisément dans le cadre d'un cursus en langue où effectivement, là, semaine après semaine, vous êtes parfois amené à vous exprimer oralement devant vos professeurs. Alors, quelle était cette expérience d'oralisation devant un professeur? Est-ce que c'était vraiment un essai d'examen? Est-ce que c'était un exercice? Est-ce que c'était une table de conversation? Qu'est-ce que c'était? Alors, un exercice, un essai d'examen, bien. C'est suffisamment rare pour être souligné. Des présentations en langues étrangères, j'imagine. Table de conversation. Présentation. Ok, c'est varié, c'est bien. Je pense que vous étiez 5 à avoir répondu que vous aviez déjà eu l'expérience. Donc, je pense qu'on est ici au complet avec les réponses. Alors, la question suivante, c'est est-ce que vous avez apprécié cette expérience de première oralisation? Ok, donc 4 oui pour un non. Et voilà, donc on peut malgré tout conclure sur le fait que la majorité d'entre vous voit en cet essai, enfin tire de cet essai en tout cas un bénéfice personnel, quel qu'il soit, hein, finalement ce bénéfice. Alors est-ce que justement c'était un vrai bénéfice ou parce que ça vous a rassuré, ou est-ce qu'au contraire ça vous a davantage stressé, apeuré, paniqué? C'est vrai que là, pour le coup, je devais mettre une question ouverte. Je me suis un petit peu trompée dans mon WooClap, c'est pas très grave. Donc, je vais devoir passer à la question suivante, puisque du coup, ça a moins de pertinence avec ce oui-non. Et enfin, est-ce que vous avez pu obtenir un retour de votre professeur sur cette expérience de première oralisation? Et si oui, quel était-il ce retour? Est-ce que vous avez eu des conseils? Est-ce que vous avez été guidé? Est-ce qu'il vous a proposé un nouvel exercice pour vous améliorer? Quel était ce retour du professeur? Est-ce qu'il a ciblé exclusivement vos erreurs? Est-ce qu'il a aussi ciblé ce qui correspondait en tout cas davantage à ses attentes? Conseiller, guider. Donc j'imagine conseiller, guider pour avoir des conseils d'amélioration. J'ai juste dépassé le temps, très bien, mais la contrainte du temps est effectivement à prendre en compte. Je vois ici sur le chat aussi des conseils. Très bien. J'attends de voir si d'autres réponses arrivent. Conseiller, très bien. C'est effectivement l'objectif d'un retour de la part de votre enseignant, hein, quel qu'il soit, c'est d'avoir des conseils et d'être guidé. Donc, c'est bien si vous l'avez ressenti en ce sens et si c'est ce qui a été réellement produit pour chacune et chacun d'entre vous. Et attention à l'ancrage. Ta posture, tu veux dire, je ne sais pas si c'est cet ancrage-là, le fait d'être bien ancré dans le sol. Voilà, on va voir aussi quelques petites précisions pour justement être bien ancré dans le sol, bien sur ses pieds, bien assis, pour justement être en bonne position pour répondre le plus sereinement possible à cet examen. Voilà, j'en ai fini avec ce WooClap. Merci d'y avoir répondu. J'arrête ce partage-ci pour continuer avec le PowerPoint que voici. Je vais partager le son parce qu'il y aura des... Et alors, je vais directement aller là où nous en sommes. Attendez, parce que j'ai cette barre ici qui m'embête un
peu. Voilà. J'espère que vous avez bien tout à l'écran. Et donc, je me propose un peu comme la semaine dernière, de vous proposer un parcours en 3 étapes, hein, c'est-à-dire avant l'examen, le jour de l'examen et puis après l'examen, et de voir un petit peu les spécificités de ces 3 moments qui concernent à chaque fois l'examen en tant que tel. Je vous propose donc de commencer par la période qui précède le jour de l'examen en tant que tel et qui concerne donc, c'est vrai, surtout et essentiellement le blocus, mais aussi toute la période qui précède, c'est-à-dire le quadrimestre. Et dans le cadre actuel, c'est donc le premier quadrimestre si l'on s'intéresse à la session de janvier. L'idée, c'est finalement de bien comprendre que la préparation d'un examen commence bien en amont, bien avant la journée de l'examen en tant que telle. Je vous propose la petite vidéo suivante qui a été proposée par la Haute École de Liège, la Haute École provinciale de Liège, et qui vraiment synthétise tout ce que vous devez faire, savoir et maîtriser durant cette période préalable à l'examination. Comme une vidéo vaut parfois mieux qu'un long discours, la voici. Oh.
Voilà, donc c'est vrai que tout était bien résumé dans cette petite vidéo. C'est pourquoi je me suis, finalement permis de vous la proposer. Mais donc l'idée, c'est véritablement d'anticiper, votre examen. C'est vraiment le mot clé et donc avec non seulement les différents conseils qui étaient dans la vidéo, mais avec d'autres que je, vous donne maintenant. Donc le premier principe, et c'est vraiment le plus important, c'est d'assister aux cours, au TP, éventuellement s'il y en a et si vous en avez besoin, au monitorat, au tutorat. N'oubliez pas non plus pardon, d'effectuer, les tests obligatoires, les examens partiels, les travaux obligatoires, surtout si ces tests partiels, ces travaux sont des conditions d'accès à l'examen de janvier ou à l'examen de juin, hein. Sachez que certains professeurs ont, dans leur, fiche CTS, noté que ces tests qui ont lieu durant le quadrimestre sont des conditions d'accès à leur examen de janvier, à leur examen final. Les avoir manqués, c'est évidemment s'exposer à un 0 en première session et donc être, nécessairement et directement ajourné si vous n'avez pas rempli vos différentes obligations préalables. Ayez aussi en tête, surtout s'il y a, ces examens, durant le quadrimestre, ces tests, les échéances et planifier correctement votre temps pour les respecter. Dans la petite vidéo, vous était proposé, des calendriers, sur une année, eh bien, mettez les tests, mettez les périodes de cours et voyez mettez vos obligations personnelles, familiales, sociales ou que sais-je d'autre et voyez comment tout est combinable. Parfois, vous pensez que, mais en fait, quand c'est clairement mis sur le papier, vous voyez que c'est pas réalisable dans les temps que vous vous êtes fixés. Il faut donc pour autant en tout cas que vous vouliez réussir ces différentes échéances, modifier quelque peu votre emploi du temps. Donc ne faites jamais l'économie de planifier votre temps. Ici, c'est un calendrier annuel, il en existe d'autres ici où on voit ces jour après jour sur l'année. Moi, personnellement, je préfère ce type de calendrier-là, mais il se peut que votre logique vous amène à préférer ce genre de calendrier. Alors, inscrivez-vous aussi aux examens en temps utile. Généralement, c'est plus ou moins à cette période-ci, hein, en novembre. N'oubliez pas de le faire. Certaines institutions refusent les inscriptions tardives aux examens. Si vous avez oublié, vous êtes nécessairement ajourné. Donc, ne faites pas l'économie, de rater cette date, hein, bien entendu. Soyez bien entendu au clair avec les modalités d'évaluation, qui sont distribuées ou en tout cas expliquées par vos différents professeurs. Notez le temps que vous aurez à disposition pour chacun de vos examens. En janvier, ici, la plupart des examens auront lieu à distance. Les temps d'examination sont généralement réduits parce qu'on sait que l'attention est plus difficile à maintenir à distance plutôt qu'en présentiel. Bien, notez tout cela. Si un examen qui a habituellement lieu en 4 heures a désormais lieu en 2 heures, 2 heures et demie, il va peut-être falloir aussi modifier la manière de répondre à ces différents examens. Notez aussi le matériel que vous pouvez avoir à disposition le jour même. Est-ce que vous pouvez avoir un dictionnaire? Est-ce que vous pouvez avoir un feuillet avec différentes informations? Que sais-je? Eh bien, si vous pouvez l'avoir, ayez-le, bien entendu, ce feuillet à disposition. Alors, toujours dans le même ordre d'idées, ayez des notes de cours complètes, ayez à votre disposition tous les supports de cours, non seulement donc vos notes de cours, mais aussi les PowerPoint qui peuvent accompagner le discours du professeur, les syllabus, les feuillets d'exercice, les lectures complémentaires que vous éventuellement ont pu vous demander de faire vos professeurs, les supports audio, vidéo, tous ceux qui accompagnent donc les notes de cours. Si vous commencez votre blocus en réunissant ces différentes informations, vous allez perdre bien entendu un temps précieux. L'idée, c'est évidemment d'arriver le jour de l'examen, le premier jour du blocus, avec des notes complètes, avec tous les documents dont vous avez besoin, avec aussi
je vous ai perdu. Ah, voilà. Avec aussi euh, 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 vos résumés qui sont faits pour que finalement le blocus ne soit véritablement qu'un temps d'étude en tant que tel. D'accord? C'est vraiment l'idée du blocus. Voilà, j'ai remis le chat parce que j'avais peur d'avoir eu des questions, mais ça va, il n'y en a pas pour l'instant. Alors, consultez aussi régulièrement les plateformes virtuelles de vos institutions, hein, qu'il s'agisse de Moodle, d'une université virtuelle, mais aussi vos boîtes mail institutionnelles, puisque c'est par cette voie officielle que vous seront transmises la majorité des informations. Ayez compris, bien entendu, chaque point de la matière. Ayez éventuellement mené des recherches complémentaires pour affiner la compréhension d'un sujet, surtout si vous avez devant vous des professeurs qui aiment bien de voir que vous avez été plus loin que ce qu'il a dit. Posez des questions en temps utile et surtout aux personnes susceptibles de vous aider valablement, qu'il s'agisse de vos professeurs, des assistants, des moniteurs, des tuteurs. Alors, c'est bien d'interroger les condisciples de classe et d'auditoire, hein, bien entendu, mais c'est vrai que si vous voulez avoir une information de premier ordre, il faut peut-être la poser, cette question, à la personne la plus susceptible de vous répondre valablement, bien entendu. Alors, cette anticipation de l'examen se poursuit, bien entendu, pendant le blocus, où le mot-clé, c'est effectivement la discipline. Le blocus est un moment ramassé, assez court, et c'est vrai qu'il faut faire en sorte que vous soyez le plus rentable possible à ce moment-là. Alors, je vois une question dans le chat. D'après vous, étudier dans son cours sans passer par des synthèses et des résumés est possible? Bien sûr, surtout pour des cours où il faut absolument tout connaître. Les synthèses, etc., c'est finalement pour les cours où vous pouvez faire l'économie d'une partie des informations, ou en tout cas, ces synthèses peuvent être une base, c'est-à-dire vous permettre de tracer les grandes lignes, et d'après, sur ces grandes lignes, une fois qu'elles sont bien comprises, assimilées, et qu'elles permettent de structurer votre pensée, d'aller y greffer les informations complémentaires, plus de détails, plus de détails qui vont vous permettre d'être plus précis dans votre raisonnement. J'espère que ça répond à ta question. Alors, l'idée, c'est bien entendu d'étudier dans un environnement propice à l'étude, hein. Si ce n'est pas possible chez vous, n'hésitez pas à vous rendre en bibliothèque ou dans votre institution. Je sais que les universités mettent souvent des locaux à disposition. C'est aussi le cas de certaines hautes écoles. Mais il y a aussi des salles d'études au CPAS et aussi dans différentes communes, et notamment à Bruxelles. Ici, vous voyez, à Bruxelles, Neder-Vorembeek et à Laken, vous avez 3 sites de 100 places qui vous permettent d'étudier au calme et d'avoir un accès Wi-Fi gratuit à disposition. Vous avez aussi ce qu'on appelle les PAPI, un point d'accès public à Internet, qui sont donc aussi des endroits où vous pouvez avoir accès à du réseau gratuitement. Et les EPN, tant en Wallonie qu'à Bruxelles, EPN c'est pour espace public numérique, et qui sont donc aussi des salles où vous pouvez étudier et bénéficier d'un accès gratuit à Internet avec une connexion valable et performante. D'accord? Alors pour le coup, c'est souvent des salles où il faut être silencieux. Donc, pour dire d'y passer vos examens oraux, là, par contre, ça risque de coincer. Encore que, il y a peut-être des aménagements envisageables avec les responsables de ces différentes salles, pour autant que vous leur posiez la question, bien entendu. Alors, établissez un horaire de travail quotidien au préalable de ce blocus.
faites en sorte que cet horaire de travail soit réaliste et obligez-vous à le respecter. Quand je parle d'horaire réaliste, c'est-à-dire qu'il s'agit de ne pas planifier des journées interminables qui commenceraient à 6 heures du matin et termineraient à 22 heures. Alors, on dit généralement, habituellement, qu'au-delà de 10 heures, il n'y a plus rien qui rentre. Mais par contre, n'étudiez jamais en dessous de 8 heures par jour parce que ce temps de blocus est vraiment important et vous avez une quantité de matière importante à ingérer. Travailler moins de 8 heures par jour pendant un blocus me semblerait vraiment un problème, vraiment. Alors, réaliste aussi dans le sens où ne mettez pas trop de matière à étudier par jour, ça risque de vous décourager. Si vous mettez que vous devez avoir fait la moitié de votre cours de droit en une matinée, vous risquez d'être déçu et peut-être de vous décourager, peut-être de ne plus avoir l'envie ni la motivation de continuer. Donc, soyez réaliste. Vous allez voir, surtout si c'est votre première session, vous allez vite comprendre que vous avez un certain nombre de pages par heure que vous êtes capable d'ingérer. Voilà, sachez-le et planifiez votre horaire en fonction de cette capacité cognitive que vous avez. N'hésitez pas aussi à insérer de la variation si vous en avez besoin dans cet horaire, c'est-à-dire et éventuellement à vous faire des demi-journées d'une même matière, plutôt que de se dire, tiens, je fais d'abord tout mon cours de droit, j'estime que j'ai besoin de 4 jours pour revoir entièrement mon cours de droit, de me dire, ces 4 jours-là, c'est non-stop du droit. Bien non, faites peut-être une demi-journée de droit, une demi-journée de psycho, retournez le lendemain à autre chose. Si votre manière d'étudier, si vous préférez avoir cette variation, d'accord? Il n'y a pas de manière idéale de procéder dans ce cas-là, c'est celle qui vous convient, qui est la meilleure, bien entendu. Planifiez avec ce genre d'horaire bien avant le blocus. Ne commencez pas votre blocus en remplissant ce planning. Faites-le bien à l'avance, bien entendu. Alors, si nécessaire et si besoin, et si vous avez quelqu'un pour partager cette expérience, prévoyez l'une ou l'autre demi-journée pour du partage en groupe, d'accord, pour partager vos questions, vos interrogations, vos remarques, d'accord. Reconnectez-vous aussi avec assiduité à la tâche, prenez conscience de votre rôle d'étudiant. C'est pas toujours gai, mais votre job au moment du blocus, c'est d'étudier. Essayez donc de vous créer un environnement propice à cette étude. Et pour vous reconnecter, peut-être que justement, il faut vous déconnecter de tout le reste, c'est-à-dire toutes ces applications et tous ces réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Messenger ou que sais-je d'autre, et aussi de toutes les notifications qui vont avec, pour justement ne pas être distrait. On sait très bien que quand on va voir une vidéo sur Facebook ou quoi que ce soit, on se dit ouais, juste 2 secondes. Finalement, on y reste une demi-heure. Et en plus, après, on doit revenir à quelque chose qu'on a quitté et on ne va pas reprendre exactement à l'endroit où on était. Faites-vous des timings précis et coupez tout ça, bien entendu. Alors, dans le cadre d'un examen, d'un blocus en prévision d'un examen oral, répétez votre matière à voix haute, éventuellement en vous filmant, de sorte à prendre conscience de votre posture d'étudiant orateur. Alors, à voix haute, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tous ceux que vous avez dans votre tête et que vous étudiez, vous allez devoir l'oraliser à un moment donné. Il est peut-être des mots plus difficiles sur lesquels il serait malvenu d'achoper ou des raisonnements que vous pensez avoir dans votre tête, mais une fois que vous devez les oraliser et les formaliser oralement, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Donc, entraînez-vous à restituer oralement cette matière que vous êtes en train d'étudier. Alors, je vous propose de vous filmer ou de vous mettre en scène devant quelqu'un, tout simplement pour prendre conscience de
de l'étudiant orateur que vous êtes. Est-ce que vous avez des tics de langage qu'il faudrait éventuellement supprimer? Est-ce que vous avez des tics corporels, des gestes démesurés qu'il faudrait un peu diminuer? Est-ce que vous vous tenez bien droit? Est-ce que votre voix est suffisamment haute? Est-ce que, on disait tantôt, vous êtes suffisamment bien ancré dans le sol ou est-ce que vous vous balancez? C'est toujours gênant pour celui qui vous observe d'avoir un petit peu le mal de mer en vous regardant. N'hésitez pas à sourire, c'est toujours bien vu. Ça aussi montre que vous avez confiance en vous et est-ce que, pardon, vous soulignez peut-être par une intonation plus particulière les mots importants, peut-être les accompagner d'un geste pour montrer les étapes décisives de votre raisonnement. Alors, travaillez votre diction, votre débit, le volume sonore. Regardez aussi votre professeur avec bienveillance et intérêt. Il n'est rien de plus désagréable en tant que professeur que d'avoir un étudiant devant soi qui fouille le regard ou qui est nonchalant, dont on a l'impression qu'il se moque de nous, etc. Donc, soyez très attentive à cette posture d'étudiant orateur que vous adoptez et je pense que la meilleure façon d'en prendre conscience, c'est de vous filmer à un moment donné, surtout si c'est la première fois que vous vous confrontez à l'exercice, bien entendu. Alors, on l'a vu, il y a une hygiène de vie la plus saine possible. Mangez bien, dormez bien, heu, prenez des compléments alimentaires certes, mais ne vous fiez pas exclusivement de là-dessus pour, assurer votre subsistance, bien entendu. Accordez-vous des moments de détente et lorsque vous êtes en détente, soyez vraiment en détente, c'est-à-dire ne pensez pas à autre chose, à ce qui vous attend, soyez vraiment libre de faire quelque chose qui vous plaît et pensez à vous oxygéner tant au propre qu'au figuré, bien entendu. Promenez-vous, même s'il fait froid, ça va vraiment vous aérer l'esprit que d'aller prendre l'air, bien entendu. Prenez soin de votre mental autant que de votre corps, surtout si le stress devient paralysant. Pensez à mobiliser votre dos et vos épaules. On est beaucoup assis quand on étudie. C'est un peu le cas déjà maintenant avec tout ce temps que l'on passe en distanciel. Bien, surtout, bougez un petit peu et prenez bien soin de vous. Je vous propose quelques exercices de respiration, hein, qui sont vraiment là, pour vous aider, pour vous apaiser, pour vous, déstresser et pour essayer vraiment, de faire redescendre, la pression. Alors, la respiration, c'est vraiment l'organe vital, hein, qui permet, vraiment de vous apaiser et alors 3 exercices de respiration qui vous amènent vraiment à vous détendre. C'est la respiration en pleine conscience, c'est-à-dire vraiment prendre conscience et vous enfin, d'abord vous focaliser sur votre respiration et uniquement sur ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous respirez et que votre esprit divague, c'est-à-dire s'éloigne, de ce que vous êtes en train de faire, pense à d'autres choses, eh bien, de le ramener avec bienveillance sur cette considération de la respiration, porter son attention sur quelque chose en particulier, ici en l'occurrence la respiration, c'est déjà un premier acte de détente et deuxièmement, de prendre conscience de ce trajet que l'air, suit lorsqu'il entre en vous, d'accord? Et de tous les bienfaits qu'il vous, procure. Deuxième exercice, c'est de pratiquer la respiration abdominale longue, c'est-à-dire de respirer par le ventre, toujours en pleine conscience bien entendu, et d'allonger progressivement au fur et à mesure que vous vous détendez les inspires et les expires. Ces respirations longues vont vraiment apaiser votre cœur, apaiser votre esprit. Et enfin,
la pratique de la respiration alternée et je vous ai préparé une petite vidéo pour que justement vous compreniez de ce qu'il s'agit, mais c'est finalement tout simplement de faire rentrer progressivement l'air, d'abord par une narine puis par l'autre, et d'expulser pardon par l'autre, et puis inversement c'est un acte de respiration fort qui permet véritablement de calmer le cœur et de calmer par là aussi votre esprit et vous-même. Alors, la semaine dernière, j'avais proposé des petites vidéos de respiration, de yoga. Je me permets peut-être de les passer cette fois-ci, mais vous les aurez parce que je sais qu'il y a déjà 4 étudiants qui l'ont vu parmi vous, sauf si vous voulez absolument le revoir, et alors faites-m'en part dans le chat, mais sinon, je vous propose de vous les projeter sur le site du pôle pour que vous puissiez y avoir accès. Donc, il y en avait 2. Ah, ça bloque un peu. Et alors, je vous propose plus particulièrement d'explorer cette respiration alternée qui est vraiment une très bonne façon de vous réoxygéner et d'apaiser votre cœur et votre esprit. Alors, je vais Bonjour, bienvenue directement au bon vous ferez endroit. de vous, elle doit commencer à... Voilà. Le deuxième exercice qu'on va voir ensemble, ça s'appelle la respiration alternée. C'est un exercice qui est génial pour apaiser le système nerveux, mais pas seulement. Cet exercice pratiqué régulièrement permet de calmer l'anxiété de manière générale sur le long terme. Et enfin, il est super pour décongestionner, notamment dans les périodes de rhume. Donc c'est un exercice qui est vraiment parfait en ce moment avec l'arrivée du printemps, des petites allergies. On a tendance à être assez congestionné au niveau des sinus ici et il y a des rhumes qui traînent. Donc ça peut vraiment vous aider si vous êtes dans une de ces périodes. Pendant cet exercice, on va respirer alternativement par les narines, en inspirant par une narine puis en expirant par l'autre. Et entre l'inspiration et l'expiration, à faire une pause où on retient notre respiration. Donc pour commencer, on va utiliser notre main droite, on va replier index et majeur vers la paume de main et on va utiliser le pouce et l'annulaire pour venir bloquer nos narines. Donc on va commencer avec le pouce sur la narine droite, on va fermer la narine en appuyant sur la partie molle ici de la narine. Vous fermez pas complètement en appuyant trop fort, mais appuyez vraiment juste ici sur la petite partie. Ça suffira pour fermer la narine sans que vous ayez l'impression d'étouffer. Donc on reprend notre positionnement des mains. Et on va positionner le pouce sur la narine droite, fermez les yeux pour vous concentrer à l'intérieur, puis on inspire par la narine gauche pour 4, 3, 2, 1. On ferme les deux narines et on retient pour 4, 3, 2, 1. Puis on expire par la narine droite pour 4, 3, 2, 1. On inspire par la droite pour 4, 3, 2, 1. On ferme les deux narines pour 4, 3, 2, 1. On expire à gauche pour 4, 3, 2, 1. Et on recommence un deuxième cycle. On inspire à gauche pour 4, 3, 2, 1. On ferme les deux narines pour 4, 3, 2, 1. On expire à droite pour 4, 3, 2, 1. On inspire à droite pour 4, 3, 2, 1. On ferme les deux narines pour 4, 3, 2, 1. On expire à gauche pour 4, 3, 2, 1. Et on continue ainsi. Pareil que pour l'autre exercice, c'est un exercice à faire entre 1 et 5 minutes en fonction du temps que vous avez devant vous et en fonction de vos ressentis à l'intérieur. Essayez d'écouter au maximum votre corps et votre esprit. C'est eux qui vous indiqueront le temps que vous avez besoin pour que cette respiration soit vraiment efficace et que vous vous sentiez apaisé. J'espère que ces deux exercices de respiration vous aideront à vous apaiser et à... Voilà, donc respiration qui permet véritablement de baisser
votre niveau de Bonjour, bienvenue stress sur ma et chaîne. d'anxiété et qui, j'espère, pourront véritablement vous aider pendant le blocus. Il y a aussi évidemment, si vous êtes des adeptes du yoga, certaines positions très simples, hein, qui peuvent même parfois être faites devant la salle d'examen, qui vont permettre de vous calmer, comme la posture de la montagne, hein, que vous avez ici et qui va favoriser la concentration, l'endurance, qui va vous remotiver, booster votre confiance en vous, et stabiliser votre dispersion mentale. Donc, vous isoler quelques minutes avant l'examen oral et pratiquer cette posture de la montagne peut vraiment vous être bénéfique. Chez vous, ça peut être, parce que devant la salle d'examen, évidemment, c'est un peu moins discret, la posture de l'enfant, hein, qui est vraiment une posture qui va favoriser l'introspection, c'est-à-dire le repli sur soi, calmer le cerveau, soulager le stress et vous détendre aussi, et notamment au niveau des épaules. Donc, ça peut être une bonne posture aussi. La posture sacro-sainte, hein, du chien tête en bas, où finalement la tête est en dessous du cœur et donc ça calme le cœur, ça calme le rythme cardiaque avec évidemment tous les effets de détente que cela procure aussi. Ça active le lâcher-prise et ça détend vraiment tout votre dos, toutes vos épaules. Donc, ça fait vraiment toujours du bien. N'hésitez pas à tester cela. La posture aussi de la vache et du chat qui va libérer les tensions, vous permettre de détendre votre colonne vertébrale et donc aussi de stimuler l'énergie en vous. Donc, ce sont toujours des postures très appréciables. N'hésitez jamais, et sur YouTube ou quoi que ce soit, il y a toujours plein de vidéos qui peuvent vous guider là-dessus si vous n'êtes pas des adeptes aguerris. Voilà. En tout cas, là, j'ai essayé de vous mettre des images avec des explications qui permettent justement de bien comprendre ce qu'est la posture. Je vous renvoierai aussi à cette petite vidéo qui est un yoga en 20 minutes qui permet de détendre les épaules. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est vraiment une zone qui, quand je suis assise trop longtemps, me fait vraiment mal. Et donc, j'imagine que peut-être vous aussi. Et donc, ce genre de séance peut vraiment vous être bénéfique et vous permettre de détendre cette partie, surtout si vous êtes crispé. Le trapèze, les épaules, c'est vraiment cette sensation d'être acculé, d'en avoir de trop sur les épaules, hein, au sens propre comme au sens figuré. Et donc, détendre ces épaules, c'est toujours très important aussi. Voilà. Alors, du point de vue des contenus, donc sur le plan des contenus plus particulièrement, donc toujours dans cette idée d'anticiper les examens et notamment les examens oraux qui vous demandent d'expliquer un point de théorie, eh bien, essayez de connaître votre matière sur le bout des doigts. Évidemment, là, c'est dû au type d'examen, cet examen oral qui va donc être un examen en instantané où vous n'aurez peut-être pas beaucoup le temps de réfléchir, de vous dire « Ah oui, là, c'était tel point de matière, il faut donc que… » Non, il faut que ça sorte directement. Et pour que ça sorte directement, il faut véritablement connaître la matière sur le bout des doigts. Donc, encore plus qu'un examen écrit, il faut connaître cette matière et l'oraliser pour être sûr que tout sorte bien au moment voulu. Pardon. Dans le cadre d'un examen oral, l'idée, ça va être de toujours recontextualiser votre propos. Et donc, quand vous étudiez, dites-vous à chaque fois aussi, tiens, si je tombe sur cette partie de cours, comment vais-je la recontextualiser par rapport à ce qui précède, par rapport à ce qui suit, ou alors par rapport à une nouvelle logique que moi j'ai décidé d'utiliser et qui sera toujours bien vue par votre professeur, hein. Quand vous vous réappropriez la structure du cours avec une nouvelle logique très pertinente, les professeurs apprécient toujours. Lorsque vous étudiez aussi, établissez les liens entre les différentes parties du cours. Montrez que vous avez bien saisi que ce concept, a été réutilisé différemment dans une autre partie du cours ou qu'on peut lier ces deux parties parce qu'elles ont un lien de cause à effet ou que sais-je d'autre. D'accord ? Et enfin, si vous possédez des exemples de questions d'examen des années antérieures, hein, eh bien, entraînez-vous
oralement pour y répondre avec fluidité, aisance et puis surtout compétence, évidemment, greffer la bonne réponse sur la bonne question, bien entendu. Alors, la veille de l'examen, on est toujours dans cette phase qui précède le jour J, hein. Révisez d'abord globalement votre matière, surtout si le temps vous manque. L'idée, c'est vraiment d'avoir la structure du cours, d'avoir le canevas général. Ce sera plus facile après pour votre esprit d'y greffer les points de détail, d'y greffer les informations complémentaires. Si vous avez plus de temps, eh bien, dans un deuxième temps, évidemment, ne faites pas l'économie de ces points de détails et révisez-les aussi avec beaucoup d'assiduité. Aussi les parties plus problématiques, c'est-à-dire celles qui vous apparaissent plus compliquées et qui vous posent davantage de problèmes. J'ai déjà insisté, mais n'oubliez pas de répéter oralement votre matière parce que vous allez devoir la sortir aussi de manière orale. Ne relisez pas sans cesse et jusqu'à la dernière minute. De un, parce que ça ne sert à rien. À un moment donné, il faudra de toute façon bien vous arrêter. Et de 2 parce que vous allez aussi devenir dingue et qu'à un moment donné, vous allez vous embrouiller vous-même dans votre parole. Il faut que vous vous ménagiez un bon moment de repos, une bonne nuit de sommeil parce que c'est à ce moment-là que toute la matière va, s'inscrire durablement et efficacement dans votre esprit. Donc ne faites surtout pas de nuit blanche la veille d'un examen. Au contraire, accordez vous-même un bref moment de détente, lisez un livre, un article qui vous plaît, faites une séance de yoga, allez faire un jogging ou que sais-je d'autre pour bien libérer votre esprit avant ce moment crucial que sera le jour de l'examen. Jour de l'examen auquel nous arrivons, bien entendu, jour J, pas de panique, c'est un examen oral et ça risque de bien se passer si vous avez étudié correctement. Bref, ce jour-là, respirez, recentrez-vous, arrivez un tout petit peu à l'avance pour être sûr, le retard, ça procure du stress, donc soyez bien à l'heure. Isolez-vous avant votre examen oral, surtout si vous avez peur que les autres vous procurent un stress supplémentaire et concentrez-vous dans votre coin. Soyez conscient de la tâche qui vous attend, bien entendu. Alors, je vous présente les différents types d'examens oraux qui peuvent s'offrir à vous. De manière générale, hein, l'examen oral, et là ça convient pour chaque type d'examen oral, c'est une épreuve au cours de laquelle un enseignant va interroger oralement un étudiant sur un sujet, sur une question, sur une pratique, généralement tirée au sort, ou alors il va vous demander un numéro et à ce numéro va correspondre une question, un sujet, une mise en pratique ou que sais-je d'autre. Donc les professeurs aiment bien qu'il y ait un petit peu de hasard dans l'examen oral. Voilà, ça permet un petit peu de laisser le sort s'occuper de vous. Et voilà, mais après, il n'y a pas de chance. Normalement, vous êtes censé pouvoir répondre à absolument toutes les questions qui vous sont proposées. Alors, le premier type d'examen oral, et c'est l'examen oral le plus répandu, c'est l'examen oral sur un point de théorie. Donc, on vous interroge sur un point de théorie, que cet examen soit individuel, c'est le cas dans 90% des cas, ou en groupe, hein, une table ronde où finalement la discussion circule d'un intervenant à l'autre, le professeur étant celui qui modère la table ronde. On a aussi ensuite les examens oraux de type résolution d'un exercice. J'y reviens tout de suite. On va vous demander de résoudre un exercice, une mise en application de la théorie. On a ensuite les examens pratiques pour en tout cas les cursus et les programmes
qui ont des dimensions plus pratiques. Alors, je pense à l'informatique, hein, j'ai vu tantôt qu'il y avait des informaticiens, ingénieurs, j'ai vu tantôt, aussi, qu'on pense aux kinés, aux podologues ou que sais-je d'autre, aux infirmiers. Heu, il y a des examens pratiques. Il y a aussi la présentation d'un travail individuel ou de groupe où vous rendez compte donc des résultats, d'un travail de recherche que vous avez mené seul ou en groupe. Et alors 2 types d'examens oraux que je n'aborderai pas parce qu'ils sont, tout à fait spécifiques. C'est la défense orale du type, défense orale de mémoire, défense orale de TFE et la leçon publique d'agrégation qui est, cette leçon que vous donnez dans une classe en vue de l'obtention, de votre titre pédagogique. Voilà. Petite remarque, en bas de slide, c'est que quel que soit finalement le type d'examen, mais surtout peut-être l'examen oral sur un point de théorie, vous pouvez, le plus souvent en tout cas, disposer d'un temps de préparation, préalable. Ça s'oppose bien entendu aux examens en instantané, hein, en direct live où là, le professeur vous prend et vous pose directement les questions. Alors, je commence par l'examen sur un point de théorie. C'est presque finalement la mise à l'oral d'un examen écrit de type classique, de type question ouverte, hein, et le plus souvent, comme pour un examen écrit, et donc en fonction aussi des modalités d'évaluation du cours, il s'agit pour vous de rendre compte d'une partie de la matière, d'une partie théorique de la matière du cours, de sorte à ce que votre enseignant puisse vérifier votre mémorisation de certaines définitions, notions clés, de certains points de théorie, de concepts. Bref, là, l'objectif, c'est vraiment pour vous une restitution pure et simple du cours, du par cœur, hein, entre guillemets, si je puis ainsi m'exprimer. Mais c'est aussi l'occasion pour votre enseignant de vérifier votre compréhension fine de la matière en vous demandant de reformuler certains points théoriques, de faire des liens, de réexpliquer, bref, de montrer que vous avez bien saisi toutes les subtilités du cours. De vérifier aussi votre capacité à mettre en œuvre les apprentissages, c'est-à-dire à appliquer des théories, de vérifier votre capacité d'analyse, hein, c'est-à-dire de sélectionner et d'utiliser les connaissances pour répondre à une problématique donnée, et enfin de vérifier votre capacité à évaluer ou à critiquer une théorie, c'est-à-dire d'évaluer votre esprit critique par rapport justement à des théories qu'il a essayé de vous inculquer et pour lesquelles maintenant il vous demande de prendre un peu de distance et de vous exprimer par rapport à ces différentes théories. Alors, concernant ces examens théoriques, attention, la question que vous allez tirer au sort ou qui en tout cas vous est attribuée ne peut être qu'un prétexte général. C'est-à-dire que de nouvelles questions peuvent vous être posées au départ, dans la suite, pardon, de cette question de départ. Ça va surtout être le cas si la question de départ est vague, large, très générale ou je veux dire si dans l'ensemble c'est entre guillemets pas vraiment une question mais qu'on va vous demander d'aborder une notion, un contexte sur lequel d'ailleurs vous allez devoir choisir l'angle d'approche. D'accord? Attention aussi que malgré ces petits excursus que va vous demander le professeur, c'est-à-dire ces petites questions complémentaires, c'est d'ailleurs pas toujours des questions, hein, ça va être des points de détail qui va vous demander de préciser, des exemples à donner, et cetera. Eh bien, essayez toujours malgré tout de retrouver le fil de la conversation initiale, c'est-à-dire le fil de base, que, le professeur vous a demandé de suivre, au départ, hein. Parfois ces questions, c'est justement une manière pour le professeur d'évaluer votre manière de rebondir, de voir si vous savez être distrait et puis revenir sur votre objectif initial, si aussi de vous adapter, c'est-à-dire que si vous voyez que votre professeur vous demande toujours
de détailler, d'aller plus loin, ben, à un moment, dites-vous: «Bah, s'il me demande toujours de détailler, c'est peut-être que je ne suis pas assez détaillée d'emblée» et donc n'hésitez pas du coup à vous, réadapter, à vous recalibrer aux attentes de votre professeur et à affiner la réponse, à la question, heu, hem, d'emblée. L'idée finalement, c'est, que vous voyez toujours un peu plus loin que la réponse initiale que vous vous apprêtiez à donner et que vous anticipiez toujours un petit peu ce que le professeur pourrait aussi attendre de vous et de compléter avec les informations qu'il vous demande en plus. Alors j'ai ici 2 questions, originales, hein. L'un d'un examen en langues et littératures, françaises et romanes, histoire de la langue française. Quelle conception de la langue véhicule le discours sur l'université de la langue française d'Antoine Rivarol? Bien voilà, répondre à cette question, beh, le prof va aussi, pouvoir poser des questions sur tout le XVIIIe siècle, sur, le fait que est-ce que oui, Rivarol, entre bien dans, ce XVIIIe siècle? Est-ce qu'il s'en écarte? Voilà, donc il faut aller un peu au-delà de la question. Ici, c'est une question très large. Bon, évidemment, vous n'êtes pas du domaine, mais si vous l'étiez, vous sauriez que c'est une question, très vague et très large. Inévitablement, une question aussi large va inviter des, excursus, des précisions, des demandes d'informations complémentaires, des exemples, de faire des liens avec d'autres parties du cours, et cetera, et cetera. De même, pour, une question un peu large, dans un cursus de cinéma, hein, quelle est l'origine de cinéma, de musique, pardon, quelle est l'origine de la musique folk? Évidemment, on sent bien que cette question n'est qu'un prétexte à aussi aborder des albums particuliers de musique folk qui ont marqué l'histoire de la musique, et cetera, bien entendu. Bref, l'examen peut ainsi prendre la forme d'une discussion semi-dirigée par le professeur. N'oubliez absolument pas de prendre votre part dans l'autre semi. C'est-à-dire que, ne soyez pas trop timide. N'hésitez pas à couper le professeur, poliment bien entendu, à lui dire: «Oui, oui, je vois bien ce que vous voulez dire et d'ailleurs» et d'aller dans le sens et de poursuivre ce sur quoi il est en train de vous amener. L'idée, c'est que c'est vous qui passiez l'examen, pas le professeur, d'accord? Donc, il y a des professeurs qui, comme ça, reprennent le fil de la discussion et après, si vous ne les interrompez pas, ils ne le lâchent plus. Mais le risque, c'est qu'à un moment donné, ils se disent: «Bien, cet étudiant, en fait, ne maîtrise pas du tout le sujet, terminé pour cette question et j'ajourne ou je mets 0 et voilà». Donc soyez acteur de la discussion. C'est vraiment le plus grand des conseils que, je peux vous donner. Alors, c'est quelque chose, la suite ici du PowerPoint que j'ai grandement abordé la semaine dernière pour les examens écrits. Ça reste bien entendu, très important pour les examens oraux de type théorique, c'est faites attention au verbe de la question, d'examen qui vous est posée. Alors je ne vais pas, relire tout ça, vous, relirez ça et puis vous écouterez la vidéo de la semaine dernière si vous voulez plus de précision sur le contenu de chacun de ces différents verbes. Mais l'idée, c'est de se dire que si votre professeur vous demande d'analyser, bien ne commentez pas. S'il vous demande de caractériser, ne comparez pas. S'il vous demande d'énumérer, n'expliquez pas, ainsi de suite. Par contre, s'il vous demande de justifier, argumenter, ayez cette position d'argumentateur et ne vous contentez pas de juste un contenu informationnel. D'accord? Donc, allez bien relire ce qui se cache derrière chacun de ces verbes pour être bien au clair avec les attentes en termes de réponse aux différentes questions qui vous sont posées et qui utilisent ces différents verbes, bien entendu. Voilà pour les examens oraux de type théorique. Je passe ainsi ensuite, sauf si vous avez des questions, hein, n'hésitez bien entendu pas, à m'interrompre, que ce soit dans le chat ou par oral. Les examens, de type exercice. C'est finalement des examens où on vous demande de mettre en application un savoir et l'intérêt
pour le professeur de vous interroger oralement sur cette mise en application, donc sur cet exercice, c'est de pouvoir suivre votre pensée en direct, de voir que vous ne négligez aucune étape et que finalement, la résolution de l'exercice n'est pas le résultat du hasard, mais d'une maîtrise parfaite et complète de toute la procédure. D'accord? Alors, il peut s'agir évidemment de la résolution d'un problème, d'un calcul, d'une équation, de la réalisation d'un dessin technique, d'un plan, d'une illustration, d'un graphique, l'analyse d'un support vidéo, d'un support audio particulier afin d'en déterminer des caractéristiques spécifiques, etc., etc. Bref, des exercices du type finalement un peu de ce que vous pouvez faire en TP, en travaux pratiques. Alors, ce sont des examens qui, généralement, vont intégrer l'écrit, puisque cette résolution d'un problème, certes, vous allez l'oraliser, mais vous allez peut-être, dans le même temps, résoudre par écrit ce problème et compléter votre prise de notes par le commentaire oral qui sera donc évalué par le professeur. Souvent, le support sur lequel s'exprimera ce texte écrit, eh bien, est non habituel. Ça peut être le tableau, tableau blanc, tableau interactif, la tablette, les outils multimédia, que sais-je d'autres, en fonction évidemment du cursus dans lequel vous êtes. L'idée, donc, c'est que, je vous l'ai déjà dit, le professeur assiste au déroulé du raisonnement pour vérifier la compréhension de chaque étape et éventuellement demander des compléments d'information s'il trouve que vous n'êtes pas à l'aise avec l'une ou l'autre étape afin de véritablement vérifier que vous maîtrisez chaque partie en précision. Alors, voici un examen de type exercice, c'est un examen en podologie. Alors, l'intitulé de la question, le voici. Au départ de la vidéo et de la fiche technique ci-jointe, déterminez si le patient a un schéma pathomécanique qui peut entraîner sa douleur, sa pathologie. Alors, l'idée, c'est évidemment qu'on vous diffuse la vidéo ici. Bon, je vous fais... l'économie, c'est quelqu'un qui marche, bien entendu. Et puis de voir la fiche technique associée à ce patient, avec les différentes précisions, avec beaucoup de données qui d'ailleurs m'échappent largement, et de répondre à la question. Mais tiens, pour répondre à cette question, il y a sans doute des calculs à faire, il y a sans doute des petits schémas à faire, ou que sais-je d'autre, et le prof vérifie en direct votre façon d'évaluer la démarche de ce patient et de répondre à la question concernant justement ce schéma pathomécanique du patient. Un cas particulier, évidemment, de ces examens-exercices, et ça va concerner l'un ou l'autre d'entre vous, c'est l'examen de langue étrangère ou de langue française, qui sont des examens où l'idée, c'est véritablement d'évaluer votre compétence communicative en termes de communication, donc votre expression orale, pour le dire très simplement, de vérifier donc votre fluidité dans une langue étrangère, la maîtrise du vocabulaire, la maîtrise de la syntaxe, etc., en situation de direct, c'est-à-dire où finalement vous n'avez pas eu le temps de réfléchir à tout cela. Avec ici un examen donné en première bac en néerlandais à des futurs chauffagistes à la Haute École Louvain en Hainaut, avec des mises en situation qui permettent justement de créer la communication. Tu travailles pour Vanmark Technics, c'est un fournisseur pour chauffagistes. Un chauffagiste te téléphone, aide-le à répondre à ces questions avec les informations ci-dessous, etc., etc. D'accord? Et donc là, évidemment, l'étudiant se met à parler en interaction avec le professeur et il est évalué sur son intervention orale. Et
parfois, ce n'est pas seulement la compétence communicationnelle, qui est évaluée, ça peut être aussi associé à des points de théorie. Pensez par exemple en romane à un examen de littérature hispanique. Vous allez devoir répondre en espagnol aux questions, mais il ne faudra pas que ce que, vous disiez, soit totalement dénué de sens. On va vous demander: «Tiens, qu'est-ce que le siècle d'or espagnol?» et vous allez devoir, répondre à la question en espagnol, double compétence qui est donc évaluée à ce moment-là. Alors un deuxième exemple d'examen oral, hein, toujours en langue, c'est en anglais ici, où il y a d'abord une première phase d'examen écrit, où il y a un dossier qui doit être réalisé par l'étudiant, et puis l'examen oral, c'est finalement la présentation de ce dossier devant le professeur avec une oralisation de tout le vocabulaire de ce dossier, etc. Évidemment, que l'on soit en langue ou dans un autre type d'examen oral de type exercice, il y a évidemment une fiche, une grille d'évaluation. Ne croyez jamais que vos différents professeurs vous évaluent à la grosse louche sans trop savoir ce qu'ils cherchent, etc. Ils ont tous sous les yeux une grille d'évaluation plus ou moins précise où évidemment ils cherchent à voir si vous avez réussi à atteindre cet objectif, à récolter un maximum de points sur chaque critère d'évaluation. Alors ça peut être des critères de contenu, ça peut être des critères formels, d'expression, de maîtrise du vocabulaire, etc. Ici, vous avez une grille d'évaluation en particulier. Voilà pour les examens de type exercice. Je passe ensuite aux examens oraux pratiques qui sont donc là pour évaluer les cours dits professionnalisants, les TP, les séances de laboratoire, etc. Et l'idée, bien entendu, c'est de mettre en situation l'étudiant pour vérifier sa capacité à évaluer la situation, premièrement, à résoudre le problème qui lui est soumis, à proposer une solution, qu'elle soit thérapeutique ou autre, hein, en fonction du domaine de cours, à sortir d'une impasse, à effectuer une tâche pratique spécifique, etc., etc. Inévitablement donc, ce sont des examens pratiques, mais qui nécessitent des compétences théoriques. D'accord ? Vous devez maîtriser certains savoirs pour réussir à les mettre en application dans la pratique, inévitablement. Hein. Alors, l'idée, évidemment, quand vous faites un examen pratique, c'est d'oraliser et d'exposer clairement chacune des actions que vous posez sans rien négliger. Ne vous dites jamais: ben, il voit bien ce que je fais, le professeur. Non, dites-vous, quitte à être très artificiel, hein, mais à dire, bien voilà, je fais ça pour cette raison-là. Et maintenant, je vais faire ceci parce que je viens de faire cela et que ça a tel sens. D'accord ? Donc, surjouez votre rôle de praticien à ce moment-là, parce que ben, il y a peut-être des choses de un que votre professeur ne verra pas et que si vous ne les exprimez pas clairement, ben, il risque tout simplement, votre professeur, de se dire: «Eh bien, l'étudiant ne l'a pas vu, ne l'a pas fait, je peux donc pas l'évaluer là-dessus». Voilà et puis, de 2, bien, au moins, vous êtes sûr et certain de ne rien avoir manqué. C'est votre rôle à ce moment-là. N'oubliez jamais que vous êtes en train d'être examiné et donc il vaut mieux en faire de trop finalement, que pas assez. Ne laissez jamais la place à l'implicite, au non dit, pardon, au présupposé dans, vos différentes interventions, pratiques. Voilà. Alors, exemple, ici, on est toujours en podologie. Au départ du modèle de pied qui vous a été attribué, réalisez le plâtre préalable à la conception d'une semelle orthopédique, évidemment, pour
améliorer la posture ou que sais-je d'autre du pied qui vous a été attribué. Et ici, ce que vous avez sous les yeux, c'est la grille d'évaluation. Et vous voyez qu'aux côtés des des différents critères qui seront évalués, hein, donc on les voit d'abord exposés de manière large, pertinence, rigueur, précision au niveau du plâtre, puis de la semelle, hein, puisque c'est la deuxième étape, même si ce n'est pas repris dans la question ici spécialement, pertinence, rigueur, précision, et puis c'est précisé, lien fiche labo et plâtre, forme générale, etc. Et voyez en plus qu'il y a 2 colonnes qui suivent, puisque ce plâtre, puisque cette semelle sera évaluée par 2 professeurs à chaque fois. Eh bien, ces professeurs pourront être amenés à mieux saisir et à mieux, du coup, critérier l'évaluation si vous avez clairement expliqué chacune des étapes que vous avez posées. Voilà pour ces examens de type pratique. Un deuxième exemple, le voici, toujours en podologie. J'ai essayé d'avoir un corpus de questions, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de, de questions orales en podologie, donc voilà pourquoi je me réfugie dans ce côté-là, dans ce domaine-là. Votre patient souffre d'une périostite aiguë. Quel tape pouvez-vous lui appliquer pour atténuer sa douleur et contrôler sa pathologie? L'idée, c'est évidemment que vous fassiez un tape à ce patient, mais l'idée, ce n'est évidemment pas que vous fassiez le tape dans votre coin et qu'à un moment donné, vous alliez montrer votre modèle à votre professeur et que vous lui dites ben voilà mon tape. Non, l'idée, c'est vraiment de détailler chacune des étapes de la pose de ce tape pour que votre professeur comprenne le pourquoi du comment de chaque morceau de tape que vous aurez appliqué et le pourquoi du comment, qu'est-ce qui que contrôle chacun de ces différents tapes, bien entendu. Voilà pour l'examen pratique. Il me reste brièvement à vous présenter la présentation orale d'un travail, hein, qu'on appelle donc présentation ou défense orale d'un travail écrit face à un professeur ou face à un jury. Ça peut être une présentation individuelle ou une présentation de groupe. Généralement, c'est lié aussi à la modalité du travail écrit. Si le travail écrit a été individuel, la présentation sera individuelle. Si le travail écrit a été de groupe, la présentation sera de groupe. Encore que la présentation peut toujours être individuelle, même si le travail écrit a été réalisé en groupe. Généralement, ce type d'examen se présente sous la forme exposé, défense du travail, suivi des questions de l'auditoire, donc du professeur ou du jury. Alors, renseignez-vous précisément du temps dont vous disposez pour exposer votre propos. L'idée, c'est surtout quand on a comme ça des présentations orales un peu à la chaîne, et c'est souvent ce qui arrive lors des temps d'examen écrit, oraux, pardon, bien, c'est de ne pas dépasser, ça frustre toujours tout le monde. Vous, parce que vous n'avez pas pu tout dire ce que vous avez voulu, et votre professeur parce qu'il prend du retard sur la suite et met tout le monde dans l'embarras. Donc, respectez scrupuleusement le temps qui vous est imparti. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Enfin, conformez-vous aux modalités de l'évaluation pour bien connaître les attentes de votre professeur par rapport à cette présentation. Est-ce que vous devez faire un résumé de votre travail? Est-ce qu'au contraire, vous devez vous attacher à présenter un point problématique, un point plus novateur de votre travail? Est-ce que vous devez montrer plutôt les limites de votre travail? Bref, sachez ce qu'on attend de vous, hein. Alors Corinne me dit, ça arrive souvent les retards à cause d'une personne qui n'a pas respecté le timing, malheureusement, et c'est frustrant. Et c'est parfois vraiment très frustrant, et pas seulement dans le cas d'examens oraux. Finalement, là, si le professeur prend du retard, bien,
que vous devez attendre, de un, ça augmente votre stress, votre attention ne sera peut-être plus maximale au moment où vous allez devoir présenter votre examen oral. Et puis votre prof, ben, idem, lui aussi, peut-être que son attention sera plus maximale. C'est dommage toujours pour tout le monde. Donc, ayez du respect aussi pour ceux qui vous suivent, de respecter ce timing. Généralement, vous êtes coté hein, sur le respect du timing, donc non, ne faites pas l'impasse sur le respect du timing, bien entendu. Alors, si possible, et si c'est permis, bien entendu, accompagnez votre présentation d'un support visuel, hein, qu'il s'agisse d'un PowerPoint, d'un feuillet d'extrait ou que sais-je d'autre, hein, qui non seulement dynamisera votre intervention, soutiendra l'attention de votre auditoire et aussi peut-être en facilitera la compréhension de ce que vous êtes en train de dire, surtout si c'est très complexe, très technique, s'il y a des chiffres, etc. Donc, si vous en avez la possibilité, utilisez, enfin, usez et abusez de ces supports visuels qui s'offrent à vous. Alors, l'idée aussi, évidemment, c'est de ne pas lire votre texte. Si c'est pour lire votre texte, autant donner la version écrite et de dire à votre professeur de la lire. Donc, jouez votre exposé. Enfin, jouer, on ne demande pas une pièce de théâtre, hein, bien entendu, mais faites en sorte de le rendre vivant. Et une façon de le rendre vivant, c'est de ne pas être plaqué comme ça derrière vos feuilles à déblatérer ce que mot pour mot vous avez écrit. Évidemment, ayez un petit papier à la main avec des mots-clés, avec la structure, etc., si c'est nécessaire et si c'est permis. En parlant de structure, justement, s'il y a bien une seule chose que vous devez étudier concernant cet exposé, bien c'est la structure de votre présentation pour vous dire à chaque fois, tiens, on vient de là, on va là, voici où je me situe, voici ce que je dois faire. Surtout s'il y a des interventions de votre jury ou de votre professeur pendant votre exposé, c'est toujours bien après de dire, ah oui, j'étais là, il faut que je reprenne à cet endroit précis et que j'aille vers là-bas. Ne perdez pas le fil de vos idées, bien entendu. Alors, s'il s'agit d'une défense à plusieurs voix, hein, si c'est donc là une défense en groupe, veillez à bien répartir la parole entre les différents intervenants et assurer les transitions de la manière la plus fluide possible. Bref, à un moment donné, ne vous arrêtez pas et puis que votre collègue à côté de vous se dise « Ah oui, 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 c'est juste, c'est à moi d'intervenir et de commencer à ce moment-là. » Non, eh bien, voici où j'arrête maintenant ma présentation. Il convient maintenant d'aborder les causes de cette problématique que je viens de vous exposer et pour ce faire, je cède la parole à un tel qui va vous les présenter. Voilà. Et alors, surtout, si c'est une présentation en groupe, ayez répété votre intervention. Si vous la présentez pour la première fois le jour de l'examen, il y a de grandes chances qu'il y ait des couacs, hein. D'accord? Si vous êtes en groupe aussi et que vous avez une présentation PowerPoint, un seul ordinateur pour tout le groupe, hein, bien entendu, avec quelqu'un peut-être éventuellement d'autre que celui qui présente pour faire avancer le PowerPoint. Voilà donc pour ces différents types d'examens oraux. Il me reste à vous donner quelques conseils pour ce jour de l'examen et aussi aborder peut-être précisément le moment de préparation qui peut être préalable, qui est souvent le préalable à une intervention orale. Donc, vous pouvez disposer d'un temps de préparation. Donc, vous tirez votre question et puis le professeur vous dit, bien, vous avez 20 minutes et puis je vous interrogerai oralement. Et donc, c'est pendant que vous préparez, un autre étudiant est interrogé, etc. Alors, pendant ce temps de préparation, vous allez donc réaliser un brouillon. Ce brouillon ne sera pas lu par votre professeur. Donc, sauf s'il vous l'a spécifié au préalable, mais 99% des cas, ce ne sera pas lu. Donc, ne faites pas une œuvre d'art, bien entendu. Cette préparation, en fait, vous permet juste de planifier votre intervention orale pour avoir un support visuel qui vous aidera à mener votre raisonnement lors de votre présentation orale, lors de votre examen oral en présentiel devant le professeur, que ce soit d'ailleurs par Teams ou autre chose, hein.
Ne cherchez donc pas à noter l'entièreté de votre intervention, mais contentez-vous de mots-clés, d'une structure, de moments importants de votre raisonnement, des informations essentielles à ne pas oublier, etc., etc. Respirez bien pendant ce temps de préparation, surtout si vous êtes soumis et sujet au stress, et surtout aussi si vous ne maîtrisez pas bien la réponse à la question reçue. C'est le moment de se relaxer un petit peu et d'essayer de faire un petit brainstorming sur la question reçue pour en tout cas sortir quelque chose. On va voir après dans les conseils quelques stratégies pour justement si vous ne maîtrisez pas la réponse à la question reçue. Profitez-en aussi pour maintenir votre effort de concentration, vous dire que c'est maintenant que ça se joue, hein, bien entendu. Alors, quelques conseils justement, 3 slides de conseils. Alors, l'examen oral peut être une bénédiction, autant qu'un enfer, hein. C'est un exercice de communication spécifique où vous êtes particulièrement exposé puisqu'on vous écoute et certains, peut-être d'ailleurs certains parmi vous, n'aiment absolument pas ça. Il faut donc vaincre sa timidité, prendre conscience que l'on sera seul à seul avec le professeur et donc assumer ce moment-là, bien entendu, et essayer de dépasser son stress et sa timidité si c'est nécessaire, bien entendu. Alors prenez bien conscience de la situation de communication qui est la vôtre. Est-ce que vous allez être interrogé dans le bureau du professeur et où vous serez juste seul à seul, ou ça veut dire que finalement il y aura un certain calme autour de vous, ou est-ce que vous serez interrogé dans une salle des examens? Ouais, j'ai longtemps été assistante à Saint-Louis pendant 10 ans, à l'université Saint-Louis. Là, il y a une salle des examens et donc tous les professeurs qui ont examen oral au même moment sont dans cette salle des examens, qui est en plus en parquet ciré, et je ne vous raconte pas le nombre de vols planés qu'on a déjà pu observer dans cette salle des examens et qui ajoutait un stress au stress de départ, euh, d'ailleurs. Donc voilà, mais il y a un certain bruit ambiant dans ces salles communes où plusieurs examens sont passés simultanément. Il faut du coup arriver à s'extraire et peut-être, par exemple, pour le temps de préparation, prévoir des boules qui est. D'accord? Alors, conseil suivant, gérez votre communication verbale et non verbale. Au niveau de la situation de la communication verbale, c'est de parler posément, distinctement, en recourant à un vocabulaire précis, spécifique, soigner, pardon, hop, excusez-moi. Soignez la syntaxe de vos phrases, usez d'un niveau de langue soutenu. Bref, faites montre de votre statut d'étudiant du supérieur. D'accord? Montrez que vous avez confiance en vous. Si vous n'avez déjà pas confiance en vous, votre professeur n'aura pas confiance en vous non plus, hein. Donc, montrez que vous êtes sûr de vous, souriez, essayez d'être détendu. C'est la meilleure façon que votre professeur croit en vous. Tentez au maximum de maîtriser vos tics de langage et vos gestes nerveux. Ça parasite la communication et parfois, il y a le risque que finalement, votre professeur n'arrive plus qu'à se concentrer là-dessus, d'accord? Et de passer finalement à côté de l'essentiel de ce que vous dites. Prévoyez un peu d'eau, un mouchoir, un bic, du papier, surtout pour un moment de préparation, pour être sûr d'être dans les conditions physiques, j'ai envie de dire, optimales. Ayez conscience du temps qui passe et utilisez-le à bon escient. Il y a souvent des montres, hein, sur les tables des examinateurs, donc jetez-y un coup d'œil aussi pour être sûr d'être dans le timing. Écoutez attentivement les questions et le cas échéant, reformulez-les pour être certain, certaine d'avoir bien compris la portée du propos. C'est aussi parfois le fait de reformuler la question, une stratégie pour formaliser en vitesse dans votre tête ce que vous allez dire à la suite de cette question. D'accord? C'est aussi parfois l'occasion, et c'est peut-être l'essentiel, d'être sûr, d'avoir bien compris, d'être dans la même acception de la question que votre professeur, surtout si on est sur un sujet qui peut être un peu polémique ou qui, en tout cas, n'est pas unanimement accepté par tous.
D'accord? C'est par exemple dire: «Ah ben oui, poser une telle question, hein, telle que vous l'avez fait, ben c'est finalement, hem, ça revient à dire» et là vous reformulez, d'accord? Si besoin, parce que vous n'avez absolument pas compris la question, demandez au professeur de la reformuler pour vous. Il vaut mieux perdre un ou 2 points à lui demander de reformuler la question, pour vous, après coup, pouvoir répondre quelque chose, que de passer à côté, de la question, à proprement, parler. Alors, ce qui est dit ne peut plus être retiré, ça c'est un peu le propre de l'oral, hein, malheureusement. Donc c'est vrai que par rapport à l'écrit où après vous pouvez effacer et recommencer, ben là, ce qui est dit, c'est plus compliqué. Mais si vous voyez dans les yeux de votre prof que vous êtes complètement à côté de la plaque, ne signez pas et persistez pas dans votre erreur. Dites: «Mais oui, c'est vrai que j'ai dit ça, mais je peux peut-être affiner, je peux peut-être un peu préciser» ou «Excusez-moi, j'ai pas vraiment voulu dire ça» et reformuler un peu plus posément et plus justement, ce que vous avez éventuellement déjà dit. Surstructurer explicitement vos réponses, c'est-à-dire, montrer bien à chaque fois, où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous allez. À l'oral, c'est pas comme à l'écrit, on ne peut pas revenir en arrière, donc les connecteurs logiques et cetera, vous en abusez, bien entendu. Commencez toujours en contextualisant votre réponse, faites des liens entre les différentes parties du cours pour que l'on puisse bien vous suivre. Et enfin, sauf si votre professeur s'y oppose explicitement, donnez des exemples et reformulez. Je me rends compte que je suis un petit peu en retard sur le timing, hein, c'est pas bienvenu, surtout par rapport à tout ce que, je viens vous dire. Est-ce que je peux un peu déborder, du temps? Parce que je voudrais un petit peu aborder spécifiquement avec vous le cadre des examens oraux à distance. Rassurez-vous, je ne dépasserai pas plus de, 7 minutes, au-delà. Si vous me le permettez, si c'est absolument pas possible, ben, vous quittez la conversation, hein, bien entendu. Je m'en excuse, excusez-moi de, de ces débordements. Alors, si vous maîtrisez moins le sujet de la question, hein, qui vous est posée, essayez d'entraîner le professeur vers des parties mieux connues. C'est-à-dire que souvent, les professeurs sont des passionnés par la matière qu'ils donnent et donc c'est sûr que peut-être vous êtes un petit peu, pour le dire très, crûment, un peu à la ramasse par rapport à la question qui vous a posée, mais il y a d'autres domaines qui p qui vont être en lien, que vous maîtrisez mieux. Mais essayez de dire: «Oui, il y a ceci, mais finalement, c'est une autre manière, d'aborder» et là, vous allez vers le sujet que vous connaissez mieux, quitte après si, vous arrivez à faire des liens avec la question ou que ça vous revient dans un second temps ou que grâce finalement au professeur qui va, avec des questions complémentaires, vous guider un peu vers la bonne voie, quitte à après pouvoir refaire des liens avec la question de base. Dans tous les cas, lors d'un examen oral, vous ne vous arrêtez jamais de parler. Vous parlez parce que ça va être votre meilleure arme et que si le professeur voit que vous en voulez, que vous êtes là et que vous avez envie de réussir, que il a bien vu que vous n'avez pas compris la question, que vous savez peut-être même pas y répondre, mais il voit que vous n'êtes pas là, en touriste, vous avez envie, eh bien, il va peut-être lui-même vous guider vers une autre question et certes, ça vous permettra pas d'avoir le maximum ni une grande distinction, mais ça vous permettra sans aucun doute de sauver les meubles. Si vous ne parlez pas, il n'ira pas vous chercher. Ça, c'est sûr et certain dans le cadre d'un examen oral. Donc surtout, surtout, parlez et essayez de vous en sortir. Il est vraiment rare qu'un professeur vous laisse nager dans la panade, vous enfonce la tête bien profonde sous l'eau sans aller vous chercher. D'accord? Donc parlez et laissez le professeur vous aider. Vous n'aurez pas le maximum, mais au moins, vous n'aurez pas rien du tout non plus. Alors, sauf mention contraire de l'enseignant, allez au-delà des questions qui vous sont posées. C'est l'occasion
plus à l'oral qu'à l'écrit, hein, de montrer que vous maîtrisez bien le sujet, que vous en savez plus et parfois ça va, juste vous octroyer des petits points bonus, ou si vous êtes un peu court, beh, ça va vous permettre d'atteindre la moyenne donc allez au-delà de ce qu'on vous demande. Sachez que les professeurs qui veulent pas qu'on aille plus loin, beh, ils vous le disent clairement, hein. Merci pour ta participation Yaëla et bon courage à toi aussi pour la session. Merci. Alors, exprimez-vous selon votre propre logique, surtout si la logique du cours ne vous parle pas bien, essayez, de vous réapproprier le cours et de bien montrer que vous avez saisi, même si c'est pas exactement dans les mots du professeur. Et si le temps vous manque pour terminer votre explication, ébauchez rapidement et dans les grandes lignes ce que vous auriez encore aimé ajouter. Ce sera l'occasion pour votre professeur de voir que vous le saviez, mais que vous n'avez juste pas eu le temps de le dire. Voilà. Alors, on en arrive à après l'examen, mais je vais vous laisser lire parce que finalement, tout est très simple et dans ma vidéo sur les examens écrits, j'ai abordé ça et donc je, vous laisse aller écouter ça plus spécifiquement si vous en avez, besoin. L'idée, c'est évidemment que vous alliez rencontrer votre professeur si vous êtes en échec pour comprendre les raisons de votre échec, bien entendu. Et je termine ainsi, si vous me le permettez, sur les spécificités des examens à distance, hein, oraux notamment, qui vous attendent peut-être ici dès le mois de janvier, hein, vu la crise sanitaire que nous traversons. Alors ces examens à distance, évidemment, se préparent en amont, hein. Vous allez être face à votre ordinateur, vérifiez que vous êtes installé confortablement devant votre ordinateur dans un environnement calme. Évidemment, dans le cadre d'un examen oral, c'est capital. Il ne faut pas de bruit qui pourrait perturber la compréhension mutuelle, c'est-à-dire non seulement vous, le fait que vous entendiez votre professeur, mais aussi que votre professeur vous comprenne bien et ne soit pas perturbé par des bruits de fond qu'il pourrait y avoir derrière vous. Vérifiez que votre ordinateur est à jour, que vous disposez d'une connexion internet optimale, c'est capital pour les examens oraux, bien entendu, et de tous les programmes, applications, matériels nécessaires au bon déroulement de l'examen. Vérifiez votre accès à la plateforme virtuelle où se déroulera l'examen oral, hein, qu'il s'agisse de Teams, de Zoom, de Skype. Il ne faut pas découvrir la plateforme ce jour-là, hein, bien entendu. Sachez comment elle fonctionne, comment vous y rendre, disposer des accès nécessaires si besoin est, etc., etc. Vérifiez aussi que vous êtes à l'aise avec toutes les fonctionnalités de la plateforme et notamment le partage d'écran si besoin est, bien entendu. Et alors, dernier slide, le jour même, connectez-vous sans retard à la plateforme virtuelle où va se dérouler votre visioconférence. Il y a peut-être parfois des salles d'attente, soyez-y bien à l'heure. Allumez bien entendu votre caméra et votre micro. Pliez-vous aux exigences anti-fraude demandées par votre professeur. Respectez le plan de vision qu'il vous demande, un plan large. Il faut parfois qu'on voit vos mains, qu'on voit votre plan de travail, qu'on voit vos yeux, qu'on voit vos oreilles pour vérifier qu'il n'y ait pas d'écouteurs intégrés, etc. Il y a aussi le regard qui est important. Donc, il y a certains professeurs qui exigent qu'on les regarde en face et que les yeux ne tombent pas vers le bas. Bon, parfois, ça peut être une manière de réfléchir. Ben, il faudra réfléchir autrement ce jour-là. À la limite, vers le haut, qui là ne pose pas tellement de problèmes, mais vers le bas, ça peut être assimilé à de la triche. Et voilà, certains professeurs vont filmer aussi. Donc, voilà, surtout si l'expression orale est évaluée. Donc, pliez-vous à ces exigences anti-fraude. Il faut parfois montrer sa carte d'identité. Voilà. Soyez seul, bien entendu, dans la pièce où vous passez votre examen. Et enfin, j'ai déjà dit, regardez droit devant vous.
Merci à toutes et tous. Bonne soirée et bon courage pour, la suite de votre année académique. Merci.